Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne CC Info 91, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets pouvant intéresser les mâles et les non-voyants. Aujourd'hui, nous continuons notre série de fascicules concernant les 7 merveilles du monde antique. Nous vous demandons aussi de parler de la chaîne YouTube CC Info 91 autour de vous, à vos amis, afin qu'ils puissent apprendre à nous connaître et qui sait, peut-être s'y inscrire et devenir comme vous des auditeurs fidèles. Merci. Bonjour. Les 7 merveilles du monde antique numéro 4. Le temple d'Artémie à Éphèse. Le temple d'Artémie à Éphèse ou l'Artémision d'Éphèse, ouest de l'actuelle Turquie, en grec Artémision, en latin Artemisium, est dans l'Antiquité l'un des plus importants sanctuaires d'Artémie, déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage. Il était considéré dans l'Antiquité comme la 4e des 7 merveilles du monde. Histoire sur l'emplacement d'un sanctuaire plus ancien, un temple est bâti vers au moins 560 par Théodore de Samos, Chersiphron et Métagénée, financé par le roi Crésus de Lydie. Ses dimensions colossales, 137,74 mètres de longueur et 71,74 mètres de largeur, et la richesse de sa décoration explique sa mention dans 16 des 24 listes des 7 merveilles du monde qui nous sont parvenues. Il est incendié volontairement en -356 par le berger Érostrate, qui veut se rendre célèbre en détruisant le temple. Son nom sera donné au complexe d'Érostrate qui pousse les gens à tout pour être reconnus, d'après Cicéron dans son traité de Divination, Ref. À confirmer, cet incendie eut lieu le jour de la naissance d'Alexandre le Grand, soit le 21 juillet -356. Un second temple est bâti au milieu du IVe siècle avant notre ère sur le même plan. Théophraste a écrit dans Histoire des plantes que les portes à son époque sont faites en bois de cyprès, expliquant au passage la qualité de sa conservation. Le temple est pillé et incendié par les Goths en 263, Respa, Vauduc et Turuar, chefs des Goths, prirent le bateau et traversèrent le détroit de Hellespont en Asie. Là, ils détruisirent de nombreuses villes populeuses et incendièrent le temple renommé de Diane Artémie à Éphèse. Ce temple est également considéré comme un des premiers établissements bancaires au monde. Le sanctuaire disposait de ses propres finances et faisait fonction de banque. Il était inviolable et le droit d'asile, accordé à ceux qui se plaçaient sous sa protection. Les ruines d'Éphèse se trouvent aujourd'hui dans la partie sud-ouest de la ville turque de Selçuk, à 50 km au sud d'Izmir. Emplacement: le site sacré d'Éphèse est beaucoup plus ancien que l'Artémision. Pausania le Périégète décrit, au IIe siècle avant notre ère, le sanctuaire d'Artémie comme très ancien. Il affirme avec certitude qu'il est bien antérieur à l'époque de l'immigration ionique dans la région d'Éphèse, et plus ancien même que le sanctuaire de l'oracle d'Apollon à Didyme. Il dit que les habitants pré-ioniques de la ville étaient les Lèges et Lydiens. Cette version est confirmée en 1908 par des fouilles menées par D.G. Hogarth qui ont permis d'identifier 3 temples successifs construits sur le même emplacement que le temple d'Artémie à Éphèse. De secondes fouilles en 1987-1988 ont également confirmé la version que donne Pausania de l'histoire précédant la construction du temple d'Éphèse. Callimaque, dans son hymne à Artémie, attribue l'origine de la Théméno d'Éphèse aux Amazones, dont il imagine déjà un culte centré sur une icône, Breta, les belliqueuses Amazones Telver, jadis une statue, sur le rivage d'Éphèse, au pied du tronc d'un maître, Hippo accomplit les rites et les Amazones, Renoupi, autour de ton image dansèrent d'abord la danse armée, la danse des boucliers, puis développèrent en cercle leur ample cœur, autour de cette statue. Plus tard, on construisit un vaste sanctuaire, la lumière du jour jamais n'en éclaira de plus digne des dieux ni de plus opulent. Callimaque, Hymni à Artémie v 237 à 250. Le site d'Éphèse est occupé dès l'âge du bronze. Et le premier temple construit sur l'emplacement même du temple d'Éphèse l'a été dans la deuxième moitié du 8e siècle avant notre ère. Ce premier temple périptéral à Éphèse est le plus ancien exemple de temple périptéral sur la côte d'Asie mineure, et peut-être le plus ancien temple de style grec entouré de colonnades.
Au 7e siècle avant notre ère, une inondation détruit le temple et dépose plus d'un demi-mètre de sable sur le site. Bamé note que, bien que le site soit inondable et ait été rehaussé de près de 2 mètres entre les 8e et 6e siècles avant Jésus-Christ, et de 2,4 mètres entre le 6e et 4e siècle avant Jésus-Christ, le site a été retenu, ce qui signifie selon lui que le maintien de l'identité de l'emplacement réel joue un rôle important dans l'organisation sacrée. Bamé 1990, 144. Selon Pline l'Ancien, le site a en revanche été sélectionné pour son caractère marécageux, comme précaution contre les tremblements de terre, et non en raison de l'ancienneté de la pratique cultuelle sur le site. Temple archaïque. Le nouveau temple périptère, construit en marbre, avec une double rangée de colonnes laissant la place pour un large passage cérémoniel autour de la cella, a été conçu et construit autour de -560-550 par les architectes crétois Chersiphron et son fils Métagénès. Une nouvelle statue cultuelle en ébène est sculptée par Andoao, la précédente ayant été probablement détruite dans l'inondation, et un naïsco pour l'abriter est érigé à l'est de l'autel en plein air. Cette reconstruction a été financée par Crésus, le riche roi de Lydie. Le temple a attiré de nombreux marchands, rois, et curieux, ainsi que de nombreux fidèles du culte d'Artémide dont beaucoup ont rendu hommage sous forme de bijoux et de diverses marchandises. On y a retrouvé ce qui pourrait être les plus anciennes pièces en électrum, alliage or-argent, ainsi que de nombreux autres objets de valeur. Ce temple était également très respecté comme lieu de refuge, une tradition liée au mythe des Amazones, qui se seraient réfugiées sur le site du temple face à Héraclès Dionysos. Temple hellénistique. Le temple fut incendié le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ par Érostrate, qui voulait ainsi se rendre célèbre. Apprenant le mobile de l'incendiaire qui avait détruit le temple qui faisait la fierté de tous les Grecs, les magistrats de la cité le firent torturer et tuer. Il fut interdit que son nom soit prononcé sous peine de mort. Cet arrêt ne fut respecté que 23 ans, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand, qui proposa de financer la restauration du temple. Quand les Éphésiens apprirent la date de naissance de leur bienfaiteur, la même nuit que celle de l'incendie fatal, le nom d'Érostrate fut révélé. Craignant que le triomphe d'Alexandre ne fût de courte durée, les Éphésiens refusèrent diplomatiquement, expliquant qu'il n'était pas convenable à un dieu de dédier un temple à un autre. La reconstruction fut donc financée par plusieurs cités envers lesquelles l'Artémision faisait fonction de banque. Privé de certaines de ses œuvres d'art les plus célèbres par Néron, pillé par une expédition de Goths venus de la mer Noire vers 262, endommagé par des tremblements de terre, le temple fut définitivement fermé, comme les autres temples païens, par l'édit général de Théodose Ier en 391. Le temple est cité dans les Actes des Apôtres, notamment pour l'émeute qui déclencha la prédication de Paul de Tarse. Il n'y a aucune preuve que le culte d'Artémie ait perduré après le passage des Goths ni d'une réparation du temple après 262 ou d'une seconde destruction. Si on sait que Constantin utilisa des pierres de l'Empire pour fabriquer le palais impérial de Constantinople, rien ne permet d'affirmer une réutilisation des colonnes du temple d'Artémie. Le petit concile de 401 par les chrétiens ne concernait que l'église déjà en place sur les lieux. Redécouverte après 6 années de patientes recherches, le site du temple a été redécouvert en 1869 par une expédition commanditée par le British Museum, et conduite par John Turtlewood. Bien que plusieurs artefacts et sculptures aient été retrouvés, il ne reste aujourd'hui qu'une unique colonne du temple proprement dit. Un voyageur britannique, Edward Falconet, en séjourna en Asie mineure en 1844, y passa 2 semaines à Éphèse. Il y fit un relevé de toutes les ruines qu'il y vit, tentant de reconstituer un plan de la ville. Il publia ses hypothèses en 1862. Il avait identifié, avec raison, les ruines dans la vallée entre le mont Pion et le mont Coressu comme celle de la porte de Magnésie. Il avait alors subodoré, assez justement, que le temple devait se trouver dans l'alignement de la porte. L'architecte et ingénieur anglais John Turtlewood avait été chargé en 1858 par l'Empire ottoman de la construction des gares du chemin de fer de Smyrna. Sur place, il se passionna pour la recherche du temple d'Artémie à Éphèse. Il n'avait aucune qualification spécifique, à part son enthousiasme. En 1863, il avait obtenu que l'ambassadeur britannique à Constantinople négocie un firman l'autorisant à entreprendre des fouilles, mais aussi à exporter toutes les antiquités qu'il trouverait. En Turquie depuis 1858, Wood n'avait pas lu le livre de Falconet, mais il avait émis une hypothèse assez semblable, réussir à identifier un monument pour conjecturer ensuite la position du temple. Il considéra aussi, en tant qu'architecte, que Chersiphron avait dû choisir un plateau peu élevé, comme celui se trouvant à l'ouest de la ville pour y installer son bâtiment. Au printemps 1863,
Il engagea 5 ouvriers qui venaient d'être licenciés de son chantier de chemin de fer pour vérifier ses hypothèses. Il continua cependant à résider à Smyrne plutôt que sur place. Aussi, il devait faire le trajet aller-retour tous les jours. Il avait 1h30 de marche entre son logement et la gare puis 3h30 de train pour couvrir les 80 km de Smyrne à Eyjafjallajökull. Il creusait avec ses hommes pendant 5 à 6 heures, les plus chaudes de la journée, avant d'entamer le voyage du retour. En juin, ses ouvriers refusèrent de poursuivre les fouilles pendant l'été. Il ne réussit pas à les convaincre. Le travail reprit en septembre. Il avait alors loué un appartement à Eyjafjallajökull, dans un tel état de délabrement qu'il n'eut pas à payer de loyer. Il explora les abords du grand gymnase, que sa source principale Richard Chanley considérait comme le temple. Il creusa aussi au niveau du port antique. Il semble qu'il ait creusé un peu au hasard. Il mit seulement quelques inscriptions au jour. Il avait ainsi creusé à ses frais 75 trous assez profonds sur le plateau au sud-ouest d'Eyjafjallajökull. Au début de 1864, il se tourna vers le British Museum à qui il écrivit pour demander 100 livres de financement. Sa lettre reçut un accueil favorable. Charles Newton, le conservateur du département des antiquités grecques et romaines au British Museum, avait découvert le mausolée d'Halicarnasse dans des conditions un peu similaires alors qu'il était vice-consul de Grande-Bretagne à Lesbos. Il ne vit donc pas d'un mauvais œil cette démarche. De plus, qu'un agent du British Museum découvrit une seconde merveille du monde n'était pas pour déplaire à ses directeurs. Wood obtint son financement. Comme le travail avait repris sur la voie ferrée, il était retourné à Smyrne et ne pouvait se rendre sur le chantier tous les jours. Il avait engagé un contremaître qui supervisa une quarantaine d'ouvriers. Ils dégagèrent l'Odéon sous plus de 10 mètres de terre. De très nombreuses inscriptions furent mises au jour. Cependant, cela ne convenait pas à Wood qui ne désirait que le temple. Il passa ses soirées avec son épouse à reconstituer les puzzles des inscriptions, espérant y découvrir des indices. Il commença à devenir célèbre et les voyageurs inscrivaient son chantier de fouilles parmi les étapes de leur périple. Il fut même victime d'une tentative d'assassinat. De 1866 à 1868, grâce à une nouvelle avance du British Museum, Wood fit fouiller la zone du théâtre. En 1868, ces découvertes furent embarquées sur le HMS Terrible. L'investissement du musée portait ses fruits. Cependant, les difficultés commencèrent à s'accumuler. À cause de la malaria, endémique dans les marais autour du site, la santé de Wood se détériora. Il retourna en Angleterre à l'été 1867. Il avait des problèmes pour recruter depuis qu'un de ses ouvriers avait été assassiné, tous les autres arrêtés le temps de l'enquête qui n'aboutit pas. Il fut victime de nouvelles tentatives d'assassinat. Les brigands s'en prirent à son chantier. Il tomba dans un de ces trous. Les paysans locaux protestèrent contre ces mêmes trous qui rendaient leurs terres impropres à la culture et ils demandèrent une augmentation des compensations financières. La demande la plus élevée fut de 50 livres que Wood réussit à ramener à 3 livres. Enfin, ces estampages d'inscriptions furent attaqués par des souris. La campagne de 1867 sur le théâtre avait cependant mis au jour une inscription concernant les statuettes d'or et d'argent données au temple par le riche romain Sévibilus Salutari. Elle décrivait les statuettes et leur itinéraire depuis la ville jusqu'au temple par la porte de Magnésie. Utiliser cette porte pour retrouver le temple avait été l'idée de Falconet. Toute la saison 1868 fut consacrée au dégagement de la route. Après une quarantaine de mètres, il parvint à un embranchement. Wood continua à dégager les 2 branches vers Magnésie et vers Eyjafjallajökull. Là, au bout de 150 mètres, il découvrit la stoa que Philostrate d'Athènes disait mesurer un stade, 600 pieds. Fin mai, à court d'argent, il suspendit le chantier et retourna en Angleterre. Le British Museum lui renouvela sa confiance et son financement. La campagne 1869 progressa de près d'1 kilomètre en direction d'Eyjafjallajökull. Des tombes furent mises au jour. Au pied de la colline d'Eyjafjallajökull, une route large de 15 mètres et bordée de sarcophages de marbre blanc fut dégagée. Les fouilles durent s'interrompre car les paysans refusèrent que leur champ d'orge, presque mûr, soit touché. Wood décida de s'attaquer à une oliveraie, mais son firman était arrivé à expiration. Il fit un rapide aller-retour à Constantinople et réussit à le renouveler. Lorsque ses ouvriers creusèrent entre les oliviers, ils dégagèrent un épais mur de pierre très massif portant des inscriptions latines et grecques témoignant de sa construction par l'empereur Auguste en l'an 6. Cependant, ils refusèrent de creuser plus avant sans être payés et les fonds de Wood étaient épuisés. Il obtint une rallonge du British Museum qui précisa que ce serait la dernière si le temple n'était pas découvert. Wood découvrit finalement les restes du temple le 31 décembre 1869, 6 mètres sous la surface. Il dégagea d'abord le pavement en marbre, puis les fondations du temple archaïque. Il publia un premier compte-rendu de ses découvertes en 1877.
D.G. Hogarth et A.E. Anderson ouvrirent une nouvelle campagne de fouilles en 1905. Ils purent dégager les restes de 3 temples antérieurs qu'ils nommèrent A, B, C. Le temple de Crésus prenant la lettre D. Le site est fouillé depuis 1965 par l'Institut d'archéologie de Vienne. Temple, la principale source antique sur l'Artémision est Pline l'Ancien, dont le récit est confus et ne distingue pas vraiment les temples archaïques et hellénistiques. Selon lui, le temple mesure 225 pieds sur 425 et compte 127 colonnes de 60 pieds de haut. 36 d'entre elles sont sculptées en relief, columnae et latae, dont l'une par scopa. Malheureusement, on ignore la mesure du pied auquel Pline se réfère, le nombre impair de colonnes est également une source d'interrogation. Vitruve décrit quant à lui un temple diptère, c'est-à-dire entouré d'une double rangée de colonnes, avec 8 colonnes sur chacun des petits côtés. Enfin, Philon de Byzance indique que le temple se trouve sur un podium de 10 marches. Sculpture du temple archaïque, 36 colonnes historiées auraient supporté le temple. Seuls quelques fragments de frise ont survécu de l'abondante décoration en relief qui ornait à la fois les tambours inférieurs de colonnes et le parapet. Le sujet du décor des colonnes semble avoir été une procession. Certains des personnages, représentés en marche, semblent porter un panier ou une autre offrande. Les fragments montrent également du bétail et des chevaux. Le décor sculpté du parapet avait probablement plusieurs sujets différents, une procession de chars et de chevaux, un combat d'hommes en armes, des amazones, des animaux, etc. En l'état, les fragments permettent seulement de dire que les sculptures s'inscrivaient dans le style du centre et du nord de l'Ionie, forme de la tête, contour doux du visage, narines et lèvres charnues, léger sourire. Sculpture du temple postérieur. Plusieurs des colonnes sculptées du temple postérieur ont été retrouvées, elles sont actuellement conservées au British Museum. Seule l'une d'entre elles est en bon état. Elle représente un jeune homme nu ailé qui, si ce n'était son épée, pourrait être un Éros. Un autre jeune homme nu, portant un manteau sur le bras, est facilement reconnu comme Hermès grâce au caducée qu'il tient dans la main droite. Les 2 jeunes gens sont entourés de femmes portant le péplos, un personnage masculin très mutilé est représenté assis et porte des sandales au dessin élaboré. Son sujet n'a pas été identifié avec certitude, une représentation d'Héraclès devant Éaque, un concours de muses, qui serait collectivement incarné par le jeune homme ailé, ou encore un épisode du mythe de Pandore. L'hypothèse la plus plausible est une représentation du mythe d'Alceste, qui se proposa pour mourir à la place de son mari Admète. Le jeune homme ailé serait donc Thanatos, personnification de la mort, qu'Euripide met en scène dans le prologue de sa tragédie Alceste. Thanatos arrive armé d'une épée avec laquelle il coupera une mèche de cheveux d'Alceste, de même que l'officiant d'un sacrifice coupe une touffe de poils sur la tête de l'animal qu'il va immoler. Ici, Thanatos confierait à Hermès, dans son rôle de psychopompe, conducteur des âmes, l'âme d'Alceste, l'une des femmes, debout et tenant une couronne nuptiale, serait Perséphone, la figure masculine assise serait Hadès sur son trône. Dans la culture populaire, le temple d'Artémis peut être construit comme merveille mondiale dans plusieurs opus de la franchise de jeux vidéo Civilisation, Civilisation II, Civilisation IV, Civilisation 5 et Civilisation VI. J'espère que cette écoute vous a plu. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour